Au XVe siècle, l'art militaire évolue considérablement avec l'arrivée notamment des canons, des armes à la puissance inégalée jusqu'alors. Ces évolutions obligent les châteaux forts à se réinventer et à se perfectionner pour avoir une chance de résister. Pour garder sa fonction défensive, le Haut-Königsbourg va changer complètement de visage. Le Königsbourg, transformé, reconstruit à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, n'a rien à voir avec le château initial. Il y a donc une transformation, en effet, vraiment significative du château initial. Il y a aussi une adaptation, en fait, un nouveau mode de défense. Au XVe siècle, on a l'arrivée de l'artillerie et le château s'adapte à l'artillerie, donc ce qui donne des épaisseurs de murs et un plan adapté à l'artillerie et des ouvertures, évidemment, des canonnières qui n'ont rien à voir avec le château précédent. Élément indispensable, un donjon est reconstruit. Au Moyen-Âge, il constitue la principale tour d'observation dans un château et prévient des dangers, d'où son importance. Deuxième élément essentiel, des logis, autrement dit des habitations, sont également rebâties. À l'ouest, les Tirstein érigent deux grosses tours d'artillerie reliées entre elles par une muraille que l'on appelle une courtine. Cet ensemble constitue ce que l'on appelle le Grand Bastion, un ensemble architectural défensif qui commence tout juste à faire son apparition au XVe siècle. Il est conçu tout particulièrement pour résister à l'artillerie. Avec des murs d'une épaisseur de 9 mètres pour la tour sud et de 5 mètres pour la muraille qui les relie, cet ensemble colossal a pour but de protéger le côté le plus vulnérable du château. Ce que les Tirstein ont fait, c'est quelque chose d'assez complexe, mais la chose la plus frappante, c'est le Grand Bastion à l'ouest, avec des murs extrêmement épais, dans lesquels vous avez des casemates où on peut mettre des canons. Et ce Grand Bastion est si épais qu'on peut mettre d'autres canons sur la plateforme sommitale. Du côté ouest, on est à peu près de plein pied, donc ça c'est le côté qu'il faut absolument défendre le mieux, et où il faut prévoir le plus de contre-attaques. Le Grand Bastion protège donc le seul côté accessible pour une attaque. Les autres faces du château étant construites à même la pente, l'usage des canons était beaucoup moins efficace. Par contre, côté ouest, on pouvait placer de l'artillerie sur la crête, une surface à peu près plane, pour pouvoir tirer à bout portant. C'est pour cela que le Grand Bastion est constitué de murs extrêmement épais. En plus de ce grand bastion monumental, deux autres ouvrages militaires complètent l'ensemble de l'autre côté du château. Le petit bastion protège l'avant-cour et les logis. Le bastion en étoile, lui, est situé à l'extrémité est de la montagne. Si ses murs sont moins épais que ceux du grand bastion, son plan est sans aucun doute le plus novateur de la forteresse. Il semblerait même qu'il s'inspire de plans qui viennent tout juste de faire leur apparition de l'autre côté des Alpes, en Italie. Pour le bastion l'étoile, on est sur une évolution, c'est-à-dire qu'on est sur des formes beaucoup plus droites, où il n'y a plus d'angle mort, et donc le bastion l'étoile va vers cette fortification moderne. Je pense que l'architecte qui a conçu le bastion l'étoile avait connaissance de ses premiers plans italiens et a voulu l'adapter au château, et donc c'est amusé, entre guillemets, à faire un système où on a des constructions qui se défendent les uns aux autres, donc on a une défense relativement complète. Lorsque l'on observe le bastion en étoile, on remarque que les canonnières, c'est-à-dire les endroits où sont placées les armes, notamment des canons, sont orientées de façon à défendre tous les murs qui relient la structure. Il n'y a donc aucun angle mort, un agencement résolument moderne pour l'époque et complètement inédit dans la région. Dernier élément défensif, un mur d'enceinte vient cloisonner l'ensemble. Les scientifiques estiment que le château du XVe siècle est au moins 2,5 fois plus grand que celui du XIIe siècle. Sa superficie globale dépasse les 36 000 m², soit l'équivalent d'un peu plus de 5 terrains de football réunis. C'est la plus grande forteresse jamais érigée en Alsace. Mais les Tirstein sont allés encore plus loin. Dans le château médiéval antérieur, on arrivait probablement par l'ouest, depuis la crête. Les Tirstein développent une arrivée qui se fait par la face sud et qui monte le long de la paroi rocheuse. Ils se lancent donc dans des travaux de terrassement gigantesques et vont même jusqu'à creuser le flanc de la montagne. Creuser un éperon rocheux, c'est toujours un travail laborieux, effectivement.
Et donc on travaille au marteau, à la pointerole, au burin. On arrive à extraire des quantités de roches assez considérables. Il est clair que ça mobilise un personnel conséquent. En tout, des milliers de mètres cubes de roches sont débités. Un travail laborieux qui a nécessité plusieurs années. Mais alors, pourquoi les Tirstein se sont-ils lancés dans de tels travaux? Le but de cette modification de l'accès, c'est de multiplier finalement les obstacles. Quand vous arrivez et que vous commencez par monter dans le Haut-Königsbourg, vous allez franchir une porte, une deuxième porte, une troisième. Et ces portes sont situées perpendiculairement à la barre rocheuse et qui fait que depuis l'enceinte principale, on peut toujours encore contrôler par des tirs la lisse qui est au pied du mur et donc bloquer l'adversaire au niveau de ces différentes portes dans des espèces de cul-de-sac. Grâce à cette restructuration intégrale, les Tirstein ont atteint leur but. Montrer leur puissance en érigeant l'une des forteresses les plus exceptionnelles et les plus modernes de son temps. Malheureusement, la modernité ne dure qu'un temps. Tous les châteaux de cette époque ont un problème, c'est qu'à partir du XVe siècle, l'artillerie n'arrête pas de faire des progrès. Donc, ce qui était efficace il y a 50 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et ce qu'il est aujourd'hui ne le sera plus dans 50 ans. Donc, en permanence, il faudrait perfectionner les défenses et ça coûterait très, très cher. Au Königsbourg, on a pris quelques mesures, mais pas énormément. La plus facile qu'on a prise en premier, c'est d'araser en grande partie le donjon. Pourquoi? Parce qu'un donjon, à cette époque, fait plus de mal que de bien. Il offre une bonne cible à l'artillerie ennemie. Et s'il s'écroule sous les coups de canon, il s'écoulera sur le reste du château. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. La construction d'un château nécessite au Moyen-Âge des moyens financiers considérables. Et beaucoup de familles ont perdu tout ou partie de leur fortune dans la construction ou la reconstruction de leur forteresse. Est-ce que les travaux engagés au Haut-Königsbourg ont ruiné les Tirstein? Il est difficile de l'affirmer. Néanmoins, l'abaissement d'une dizaine de mètres du donjon est la seule modernisation conséquente effectuée au château durant la seconde moitié du XVIe siècle. Période durant laquelle les Tirstein se séparent de leur forteresse. Pour le Haut-Königsbourg, c'est le début d'un long déclin. En juillet 1633, les Suédois, en guerre contre le Saint-Empire romain germanique, assiègent le château qui est détruit dans un incendie. En 1648, l'Alsace redevient française, sans que cela n'ait aucun impact sur une reconstruction potentielle du château. Au XVIIe siècle, le Haut-Königsbourg n'est plus qu'une ruine. Il faut attendre 200 ans avant que l'on s'intéresse à nouveau à ce qu'il reste de la forteresse.